Bonjour à tous et bienvenue chez vous sur Vibe Radio dans l'émission Que vibre l'étoile, dans laquelle je reçois des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes, mais aussi des personnes qui œuvrent dans les métiers de l'audiovisuel, de l'image et du cinéma. Aujourd'hui, je reçois Francis Dumorier, un Français devenu acteur aux États-Unis. Finalement, au bout de 7 ans de collaboration avec Antenne 2, alors Antenne 2 c'était le nom de France 2 à l'époque, vous avez décidé de devenir acteur. Qu'est-ce qui a motivé votre décision ? J'ai décidé de devenir acteur parce que c'était pas pour être acteur, être célèbre, c'était pour être acteur, joindre les syndicats. C'est une obligation professionnelle. Si on n'est pas syndiqué à New York en tant qu'acteur, on peut pas avoir accès aux productions qui sont syndiquées. Les grands studios, les grandes chaînes de télévision, etc., etc. New York est une ville syndiquée. Tout le monde est syndiqué. Enfin, tous les gens qui ont des professions reconnues, les hôpitaux, la police, les pompiers, les enseignants, mon concierge, on fait tous partie de syndicats. Les syndicats m'ont aussi non seulement ouvert les portes aux grands studios et aux grands acteurs, mais aussi m'ont appris à construire mon avenir pour la retraite. Parce que tant qu'on a 40 ans, on pense pas à la retraite. Mais quand on arrive à 65 ans et qu'on n'a rien, ici aux États-Unis, c'est horrible. En France, bon, il y a toujours un certain filet social de rattrapage, mais ici, quand on n'a rien et qu'on arrive à être vieux, c'est très difficile de survivre. Grâce à Dieu, j'ai mes chèques de retraite syndicale, en plus de la sécurité sociale, ce qui me permet de vivre pas un homme riche, mais pas un homme pauvre non plus, sans avoir à m'inquiéter de comment je vais payer la facture d'électricité ou d'internet. Mais comment êtes-vous entré dans ce métier ? Je veux dire, par quelle porte vous êtes passé pour pouvoir devenir acteur en Amérique ? Il faut trouver des agents. Ça, c'est le plus difficile, parce que c'est par les agents qu'on a accès au casting. Et les directeurs de casting ne vont pas vous voir si vous n'êtes pas envoyé par un agent. Il faut se procurer les listes de ces agents, faire ce qu'il faut pour se présenter. Il faut donc faire des photos avec un CV. Alors quand on commence un CV, c'est difficile puisqu'il n'y a rien à mettre. Et les envoyer. Et puis les rencontrer et avoir la chance, si on les choisit, de pouvoir faire du travail de figuration dans des grosses productions de films, de télévision ou de publicité. Alors on vous voit dans de grosses productions, dans des films importants, avec des acteurs de renom. Je pense notamment à Michael Douglas, à Robert De Niro, Ethan Hawke, Meryl Streep. Vous avez aussi joué dans la série Sex and the City et en Chine également, dans une série où vous incarniez un militaire, comme votre père en fait. Vous avez approché de grandes stars, comment est-ce arrivé ? Il a fallu que je sorte du non syndiqué pour devenir syndiqué. Il y a des conditions précises qu'il faut remplir avant de pouvoir joindre le syndicat. Mais le jour où j'ai eu le droit, du moins j'étais qualifié pour joindre le syndicat, le jour même, j'y suis allé, j'en ai joint 2. Mais là, on commence à gagner sa vie, à être respecté sur les plateaux et avoir accès plus proche aux grosses vedettes et à commencer à avoir des petits rôles avec des lignes à dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis passé du non syndiqué à syndiqué en une période de 3 mois. Pour moi, ça a été très vite. Mais après, ça m'a pris facilement 5, 6, 7 ans avant de commencer à avoir des rôles, je pouvais dire, de 3 lignes à des acteurs connus. On vous voit aussi avec Jean Reno. Comment l'avez-vous rencontré ? Il a enregistré un livre audio qui s'appelait L'Appel Sauvage, je crois. Ça remonte à 5, 6, 7 ans. Et j'ai été engagé pour le guider dans sa lecture. Bon, c'est un grand acteur, vous allez me dire qu'il n'a pas besoin d'être guidé dans sa lecture. Mais quand on fait des narrations, des fois on dit des choses, on s'en rend pas compte. Où il y a des bruits. Où on pourrait mieux dire ça. Vous savez, quand vous lisez un livre, ça prend beaucoup d'heures. Il y a des moments où on se fatigue, etc. Et puis des fois, il y a des corrections à faire dans le texte. Je l'ai rencontré, c'est un homme fantastique, un acteur bien évidemment excellent. J'aurais beaucoup aimé travailler en tant qu'acteur avec lui, mais ça ne s'est pas fait. Ce qui ne veut pas dire que ça ne se fera jamais. Récemment, je viens de travailler avec Marc Lévy, aussi qui est un auteur français très connu, qui vient d'enregistrer en studio. Un homme charmant, d'ailleurs, j'aime beaucoup Marc Lévy. D'ailleurs, dans ce métier, vous savez, on a toujours tendance à penser que ce sont des grosses têtes. Oui, ce sont des grosses têtes quand on leur casse les pieds. Ceux qui ont la grosse tête ne durent pas très longtemps parce qu'on finit par plus vouloir travailler avec eux. Bon, ils sont très pointilleux, on peut pas arriver à ce niveau de qualité sans être pointilleux. Mais à chaque fois que je travaille avec des gens pareils, j'apprends. Et j'ai travaillé avec des grands réalisateurs en même temps. Parce que vous pensez aux acteurs, mais moi je pense plus aux réalisateurs. Par exemple, me retrouver à 6 heures du matin à un coin de rue avec Dustin Hoffman. Mais j'aurais dû payer pour être là. C'est une expérience incroyable et puis c'est surtout très enrichissant, non ? C'est un privilège. Ce ne sont pas des gens qu'on peut rencontrer facilement. Quand on travaille devant une caméra sur des plateaux pareils, il y a plein de gens. Il y a toujours une équipe, il y a des dizaines de gens sur des plateaux. On ne sait pas qui fait quoi, etc. Même dans les pubs, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire.
Et puis tous ceux qui font le travail technique aussi. Mais il y a un moment où, quand on va tourner et qu'on est sur le plateau avec les acteurs principaux, il n'y a plus personne d'autre. Tous les autres doivent partir. Maquillage, les coiffeurs. Et brusquement, vous avez cet espace, qui est un espace imaginaire créé par de la lumière, et c'est à vous. Vous êtes censé interpréter un rôle pour un réalisateur, mais en même temps, vous le faites à votre manière. C'est un privilège. Vous vous retrouvez avec Meryl Streep, par exemple, à être seul avec elle dans ce petit espace, mais il y a tous les autres gens qui sont autour à regarder, silence absolu, et d'être avec une vedette pareille, c'est un privilège. Mr. and Mrs. Rosenthal. Oh, yes, I see. You're welcome. Hey, Rosenthal. Good evening. Their table is right over there, sir. Why don't I go get the check? No, sit tight. Don't argue with me. Right back. Mr. Rosenthal had to leave on business. Certainly, we'll put it on his tab. No, I'll take the bill, but could I trouble you to use your telephone? But of course, madam. Vous aussi, vous avez contribué à votre manière. Moi, je trouve que tous les personnages d'un film sont importants. Donc, vous avez fait votre part. Et je vous remercie de le dire. Quand on est dans le feu de l'action comme moi, on s'en rend plus compte. Il y a aussi le côté, il faut donner ce qu'on attend de nous. Donc, il y a tout un tas de choses qui se passent dans la tête, en dehors des lignes à dire, des gestes à faire, et du ton de voix à avoir. C'est un métier. Des fois, ça peut être très drôle. Par exemple, je crois que je vous ai envoyé une photo d'une carte postale où je joue un mari qui a des problèmes mentaux sexuels en lingerie féminine rouge. Mon épouse a trouvé ça particulièrement ridicule. Et en effet, faut pas avoir peur d'être ridicule pour faire une chose pareille. Mais en même temps, c'était drôle à faire. Gérard Depardieu, que vous avez rencontré sur le tournage de Green Card, il a lui aussi emprunté des vêtements de femme dans le film Tenue de soirée. Mais ce n'est pas sur ce sujet qu'il vous a inspiré. Vous pouvez nous raconter comment s'est passée votre rencontre ? Le premier film à gros budget dans lequel j'ai travaillé, c'était Green Card. Et j'ai travaillé seulement une journée, j'étais un garçon dans un café. Bon. Et je me retrouve au maquillage, et à côté de moi vient Gérard Depardieu. Et lui, Gérard, c'était son premier film aux États-Unis, il était un peu curieux de qu'est-ce que c'est que d'être un acteur français en Amérique. Et une chose que j'ai appris de lui ce jour-là, il me disait, tu sais, moi, j'attendais pas que les agents m'appellent. J'attendais pas que les castings m'appellent. J'allais sur les plateaux là où je savais qu'il y avait du travail. Je regardais la liste des acteurs et j'allais voir le réalisateur. Il disait ça, ce rôle c'est pour moi. Et un Gérard Depardieu à l'époque, quand il était jeune, si j'avais été réalisateur, je lui aurais donné un rôle aussi, immédiatement. Et c'est comme ça qu'il a démarré. C'est pas parce qu'il a fait la Comédie Française. Mais quand il m'a expliqué ça, je me suis dit, dans le fond, j'ai rien à craindre de personne non plus. Je suis pas baraqué comme lui, mais c'était un peu un parcours similaire dans ce sens. D'ouvrir moi-même les portes que personne d'autre ne m'aurait ouvertes. D'ailleurs, cet état d'esprit vous a permis d'apparaître sur de nombreux supports. Alors on l'a vu, la publicité, les magazines, le cinéma et même la télévision vous a sollicité puisqu'on vous a vu dans l'émission très regardée aux États-Unis, le Late Show avec David Letterman. Alors là, vous apparaissez en Frenchie, un peu râleur. C'est d'ailleurs un peu la réputation du français à l'étranger en général. Et le Frenchie, ça vous va comme un gant. I think it starts right now. He's coming out right here. Okay, here he comes. He's going to yell at me in French. Toi, David Letterman, mais tu t'es un peu vu. Yeah. Quelle tête tu as, pour qui tu te prends? Non, mais c'est complètement ridicule. On a tous ras-le-bol de tes idioties, de tes commentaires ridicules. Il est temps que tu ailles te cacher dans une cave, que tu disparaisses. Prends ta retraite, allez, disparais encore. Ok, bye-bye. Qu'est-ce que c'est que ça? Do something about my jacket. Quand j'ai commencé, pour me distinguer de mes concurrents, je me suis approprié le titre de French Connection. French Connection est le titre d'un film très connu sur la drogue, etc. Mais I'm your French Connection. Et c'est là-dessus que je me suis vendu. Je n'allais pas prétendre jouer un Américain. Il y a des gens qui prennent des cours pour ça, un peu les accents, etc. Moi, non. Je me suis dit, de toute façon, si c'est ce qu'ils voient en moi, autant leur vendre ça. Et donc, j'ai commencé comme ça, et je continue d'ailleurs, 35, 40 ans plus tard, à encore mettre, quand je signe mes trucs, I'm your French Connection. Pensez à moi d'abord. Et ça m'a beaucoup servi. Une autre chose aussi avec les acteurs, c'est que beaucoup d'acteurs ont pris des classes d'acteurs, alors que moi non. C'est encore une chose, j'ai appris sur le terrain, sur le plateau. On peut étudier la comédie française pendant 20 ans et être un acteur pathétique. Quand j'ai décidé de devenir acteur, et que j'ai dit ça à mes amis français, j'ai eu deux réactions. La première a été, pour qui tu te prends ? Surtout à 40 ans, j'ai commencé à 40 ans. Et la deuxième a été, qu'est-ce que tu as fumé aujourd'hui ?
Bon, personne ne m'a pris au sérieux dans les gens que je connaissais. Et en effet, les chances de succès que j'avais étaient extrêmement limitées, sans formation et à 40 ans. Mais moi, je l'ai fait d'un point de vue d'acteur syndiqué qui allait faire tous les petits rôles dont personne d'autre ne voulait, même la figuration. Il n'y a pas de rôle qui soit trop petit pour moi. Là, je devais même faire un film pour des étudiants de NYU. J'aurais pas été payé, mais je l'aurais fait avec plaisir. À chaque fois que je fais ça, j'apprends quelque chose. Je m'améliore. Is this the best you can do with the cheese footballs, Pierre? Alec, the breeze far too soft. Alexa, order 60 wheels of pecorino, please. Adding 60 wheels of pecorino. There will be no soft footballs this year, not on my watch. It's a joke, right? Because the hole deflated. Yeah, I get it. Ceux qui démarrent en tant qu'acteurs n'ont généralement aucune formation professionnelle. Et ça a été mon atout, c'est que là où j'étais pas aussi bon acteur qu'eux, j'étais meilleur businessman qu'eux, à me vendre. Et alors eux, ils attendaient chez eux que le téléphone sonne, et moi, pendant ce temps-là, j'imprimais des cartes postales par milliers, que j'envoyais dans le pays entier. Et j'ai travaillé dans le pays entier, comme ça, avec des agents que je n'ai jamais rencontrés, mais qui recevaient mes cartes postales, et qui m'engageaient pour aller dans un autre État, etc. Et tout se faisait par correspondance. J'ai toujours été payé, j'étais syndiqué, de toute façon, j'aurais été protégé. Alors que les autres attendaient que le téléphone sonne. Et ça a été une énorme différence. Et c'est ce qui m'a fait avancer beaucoup plus rapidement que mes concurrents. Des meilleurs acteurs que moi. Sous les néons tout brille, tout hurle minuit. Les pavés brûlent mon pas, rapide il fuit. La ville rugit un tigre sous les étoiles. New York m'a pris mon cœur, fin de mes voiles. Amérique rêve d'or et sous la lune. Je pensais passer maintenant je suis l'une. Un parmi des millions, nourri d'ambition. La fierté monte, je deviens une nation. Je tiens ma plume, elle danse comme un secret. Je trace des mots, des rêves, des pas comptés. Les lignes s'enchaînent, elles portent ma passion. Du vieux monde à ici, j'écris ma raison. Le vent me raconte les histoires cachées. Des rues, des mythes, des chants anarchiques brisés. Je sens battre la muette dans ma cage. Et je crie les mots brûlants sur ma page. Amérique rêve d'or et sous la lune. Je pensais passer, maintenant je suis l'une. Un parmi des millions, nourri d'ambition. La fierté monte, je deviens une nation. Le drapeau claque au sommet des buildings hauts. Un souffle lui s'emplit de désirs nouveaux. Et la liberté chante sur ma guitare. Je vis l'Amérique, je ressens l'espoir.